Yaorana Kuraora, aujourd'hui plongeant au cœur des grands fonds marins qui regorgent d'une biodiversité incroyable mais aussi de ressources précieuses. Alors, en quoi consiste l'exploration de ces grands fonds? Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Et surtout, quel impact cela peut avoir sur notre avenir? Heureusement, nous avons deux expertes dans le domaine. Nous avons Mélanie Rouet, représentante de l'IRD et chercheuse Yaorana. Yorana. Et puis de l'autre côté, nous avons Isabelle Forge-Allégré, directrice du centre Ifremer Tahiti, un institut de recherche qui est spécialisé dans l'étude des océans et des ressources marines. Yorana. Yorana. Alors, qu'est-ce qui se cache finalement au cœur de nos grands fonds marins, les gros fonds polynésiens, la science en immersion? Prenez votre matériel et plongeons au cœur du sujet dans Manava, votre émission Infoservice. Je pense qu'on est assez bien placé pour le savoir. L'eau de notre planète recouvre plus de 72% de la surface de notre Terre, mais pourtant, seulement moins de 5% des grands fonds marins ont été explorés. Qu'est-ce qui s'y cache finalement? Quels trésors, quelles ressources et surtout comment explorer tout cela de manière responsable? Bon, ça fait beaucoup de questions, hein, soyons honnêtes. Alors on va commencer en douceur et reprenons depuis le début avec Mélanie. Tout d'abord, on parle des grands fonds marins, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce terme de grands fonds marins? Alors les grands fonds marins, en fait, c'est tout ce qui se situe au-delà de la zone où la lumière du soleil pénètre. Donc pour les scientifiques, on parle généralement de 200 mètres de profondeur jusqu'à des milliers de mètres de profondeur, puisque le point le plus profond se situe à 11 000 mètres de profondeur et la profondeur moyenne est d'environ 4 000 mètres. Et donc pour les scientifiques, les grands fonds marins, c'est pas seulement le plancher océanique, donc c'est pas seulement le fond, c'est aussi toute la colonne d'eau. Donc c'est vraiment toute la zone entre 200 mètres et le fond de l'océan. D'accord, donc toutes ces informations, je suppose que ce sont les différentes recherches que vos instituts ont pu mener. Isabelle, c'est ça le travail que vous réalisez dans les grands fonds marins, finalement, les différentes recherches pour avoir ce genre d'informations? C'est exactement ça, et ça se fait pas tout seul, c'est pas juste l'Ifremer, c'est toute une communauté scientifique et des communautés internationales également qui travaillent sur ces sujets. Donc l'Ifremer est l'opérateur de la flotte océanographique française. Donc c'est nous qui disposons des bateaux qui sont mis à disposition des scientifiques et qui permettent d'aller explorer les grands fonds marins, collecter des données pour ensuite les exploiter et travailler avec tous les scientifiques qui sont intéressés par ces sujets. Alors on parle justement de ces données, on parle de ressources, beaucoup, surtout en ce moment. Qu'est-ce qu'on y trouve déjà en termes de biodiversité, de ressources naturelles, Mélanie? Est-ce qu'on a déjà des données vis-à-vis de ce que l'on peut trouver sur place? Alors pour l'instant, on a très peu de connaissances sur la biodiversité qui existe dans les grands fonds marins, mais on se doute qu'il y a une biodiversité vraiment exceptionnelle avec tout un tas d'espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs, puisqu'elles se sont adaptées à des conditions de vie extrêmes qui sont complètement différentes de ce qu'on peut trouver dans les profondeurs moindres ou à la surface, puisque c'est un monde sans lumière, avec une pression écrasante, des températures extrêmement faibles, voire très chaudes, puisqu'il y a des endroits où il y a des sources chaudes. Donc voilà, il y a probablement des espèces qui sont très intéressantes à étudier et les scientifiques s'intéressent à comment elles se sont adaptées à ces conditions, comment fonctionnent les écosystèmes, donc qui mange qui dépend de qui. Alors, j'ai vu énormément d'émissions justement sur cette biodiversité, mais il est vrai, allez, je mets les pieds dans le plat. En ce moment, on parle beaucoup de ressources et pas forcément de biodiversité. On parle de nodules polymétalliques. Isabelle, c'est quoi exactement? Alors les nodules, ce sont des minerais qui sont positionnés sur le sédiment, donc on est vraiment là sur le fond du plancher océanique. Et comme disait Mélanie, on ne s'intéresse pas qu'au fond, c'est vraiment toute la colonne d'eau qui nous intéresse. Et ces nodules polymétalliques, donc, ils sont porteurs de ce qu'on appelle des terres rares, donc des métaux qui sont considérés comme très précieux et très nécessaires aujourd'hui dans nos smartphones, dans nos batteries de voitures électriques. Dans le cadre de la transition écologique, on en a de plus en plus besoin. C'est ça qui, quand on parle de ressources et qu'on parle de nodules polymétalliques, c'est à ces métaux rares auxquels on fait référence, qui sont au fond de l'eau, qui ne sont pas dans des quantités phénoménales, qui sont pas encore exploitées, qui sont rares. Ce sont des métaux rares, mais les quantités et l'exploitation de ces quantités demandera des moyens absolument colossaux, et ce n'est absolument pas l'idée aujourd'hui des travaux scientifiques qui sont menés. Alors je reprends ce que tu disais, ce sont des ressources qui peuvent être utilisées dans notre smartphone par exemple. C'est la raison principale, Mélanie, c'est la raison principale pour laquelle on en parle autant en ce moment? Oui, parce qu'effectivement, la demande est de plus en plus forte.
Ces métaux sont très recherchés, donc pour l'instant on les trouve ailleurs, mais si un jour la ressource actuelle s'épuise, on va essayer de les trouver dans d'autres endroits. Donc on s'intéresse maintenant aux grands fonds marins, d'autant plus qu'aujourd'hui on a les moyens d'y aller, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et surtout, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que c'est à partir de 200 mètres, hein, si je ne me trompe pas, c'est ce que tu avais dit, jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres, jusqu'à 11 000 mètres au maximum. Dans la fosse des Mariannes, si je ne me trompe pas. Pourquoi c'est si complexe d'explorer ces grands fonds marins? Déjà, il fait tout noir. Et en plus, c'est la pression écrasante dont tu as parlé plus tôt. Et il y a d'autres choses qui font que c'est encore plus complexe d'y aller? Disons que la pression écrasante fait que forcément on ne peut pas y aller uniquement équipé de palmes, de masques et d'un tuba, ni même d'une bouteille de plongée. Donc il faut vraiment une technologie très, très sophistiquée dont dispose effectivement l'Ifremer. Hein. C'était justement ma prochaine question. On ne peut pas y aller en masque et en tuba, on l'a bien compris. Par contre, je suppose qu'il faut des drones sous-marins, des sous-marins. Et il faut embarquer tous ces sous-marins au milieu de l'océan. Donc il faut déjà des bateaux. C'est pour ça que donc, la flotte océanographique, elle est équipée. C'est une flotte scientifique. Hein. C'est quand même la 3e flotte européenne. Je pense la 5e au monde. Hein. Les États-Unis, le Japon ont aussi des flottes océanographiques scientifiques. Donc avec le bateau, déjà, il faut aller se positionner à l'endroit qu'on veut explorer. Il faut embarquer tous les équipements qui sont nécessaires, donc tous les savoir-faire qui sont aussi avec tous ces équipements, donc bien sûr des marins, mais aussi des scientifiques, des gens qui vont exploiter les données ensuite, se positionner au bon endroit et ensuite aller explorer, donc avec des moyens sous-marins, avec des drones sous-marins, des drones habités ou des drones non habités, enfin des sous-marins habités ou des drones non habités. Ces technologies-là se développent aujourd'hui, elles ont des coûts absolument phénoménaux quand même. Hein. Oui, on sait le faire. Aujourd'hui, on sait le faire, mais ça reste à des coûts qui sont absolument faramineux et qui ne peuvent pas donner lieu à des choses très massives. Et les bateaux, la flotte océanographique française, elle est quand même en nombre de bateaux limité qui sont capables de faire ça. Donc il faut aussi gérer les campagnes. Toutes les campagnes, tu parlais, il faut des financements pour faire tout ça. Et donc ces financements-là, ils nous permettent ensuite d'aller faire ces explorations et récupérer toutes ces données avec les scientifiques qui sont spécialisés de ça. Si je résume un peu grossièrement, c'est comme si vous preniez votre laboratoire finalement, que vous alliez sur place pour que ça puisse faciliter les échanges entre les analyses, les échantillons, ce genre de choses. On en parlait des coûts, hein, ça a des coûts faramineux, mais justement, comment est-ce qu'on met en place tous ces dispositifs, tous ces sous-marins, tous ces drones? Qui va les commander? D'où est-ce qu'ils vont venir finalement? Alors en fait, on a des financements qui viennent de l'État, on est des organismes de recherche publique, donc on a des financements qui viennent de l'État, qui nous permettent donc d'avancer sur le développement de ces technologies, puis ensuite lancer les campagnes qui vont aller explorer les grands fonds marins. Donc les campagnes, elles sont ouvertes aux différentes communautés scientifiques par appel à projet. Et une campagne, pour une quarantaine de jours en mer, il faut compter à peu près 5 millions d'euros quand même. Oui, voilà. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde, et donc on embarque tout le monde, les scientifiques, les équipements et tout ce qu'il faut pour pouvoir mener la campagne et optimiser au maximum ces 40 jours en mer pour faire cette exploration. Ah, c'était ma prochaine question justement. Combien est-ce que ça... Non, mais c'est très bien puisque ça permet d'y répondre directement. J'allais demander combien est-ce que ça prend de temps pour pouvoir aller explorer ces grands fonds marins. On n'y va pas en 15 minutes et on revient. On n'y va pas en 15 minutes, et quand on y a vu l'investissement que ça demande pour y aller, donc ça, on parle juste de la partie où on va sur l'eau, mais il y a toute la partie en amont qui est la préparation, et la partie ensuite, une fois qu'on a toutes les données, qui se refera à terre pour tous les travaux. Mais quand on part pour au moins 40 jours. C'est vraiment... Alors, il y a des besoins aujourd'hui de plus en plus présents d'y aller pour moins longtemps, d'y aller, parce que les bateaux évoluent également. Donc on peut imaginer au fur et à mesure des évolutions de la flotte océanographique qu'on sera capable d'aller peut-être moins longtemps sur des campagnes pour explorer plus rapidement des zones. Mais pour l'instant, une campagne, c'est plutôt 40 jours. Et c'est un coût assez colossal. On parle de coûts, on parle aussi de matériel, hein, comme tu l'as dit plus tôt, mais surtout de compétences, à savoir qu'aujourd'hui, c'est pas n'importe qui peut analyser tous ces échantillons, toutes ces ressources qui vont venir des grands fonds marins. Donc pareil, en termes de compétences, il y a de plus en plus de demandes, je suppose. Il y a de plus en plus de demandes. Toutes ces données que l'on collecte, elles sont mises à disposition, elles sont publiques. Toutes les données brutes. Après, les données qui sont travaillées, elles sont la propriété de ceux qui ont fait le travail pour les consolider, en faire des modèles, comprendre la biodiversité, les interactions qu'évoquait Mélanie entre les différents organismes vivants de ces profondeurs qu'on découvre actuellement. Donc ça, c'est protégé, mais les données brutes elles-mêmes, elles sont partagées. Donc voilà,
C'est assez complexe finalement de comprendre. Bon, comme nous ne sommes pas des scientifiques, peut-être qu'on n'arrive pas forcément à comprendre toute l'ampleur que peut apporter finalement cette exploration. Mais Mélanie, si on parle justement de ces données qui sont collectées, je suppose qu'entre les différents centres d'études, vous les partagez entre vous, c'est ce que tu disais plus tôt, Isabelle, et ça permet finalement de pouvoir, comment dire, mieux comprendre cette biodiversité, ce milieu, et mieux comprendre comment le respecter surtout. Oui, tous les travaux scientifiques en général sont menés en collaboration entre différents organismes pour vraiment mettre en commun les différentes compétences de chacun. Donc pour étudier la biodiversité, on va aussi bien solliciter des biologistes que des physiologistes, on peut solliciter des chimistes pour comprendre quelles molécules sont produites. Et effectivement, oui, mieux connaître les espèces qui y vivent, mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes, ça permettra à terme d'essayer de mieux les protéger, oui. Quand on parle des écosystèmes marins, surtout des grands fonds marins, on parle souvent de leur fragilité. Est-ce que leur exploration ne représente pas finalement une forme de danger pour rien que d'être dans ce milieu-là? Est-ce que ça peut les déranger, les perturber? Comme tout écosystème, finalement, quand l'homme intervient, forcément, il y a perturbation. Après, dans le cadre de recherche scientifique, on fait en sorte de perturber le moins possible les écosystèmes, puisque l'objectif, c'est justement de mieux les connaître pour les préserver. Donc voilà, on ne va pas casser les monts sous-marins, on va juste faire des petits prélèvements de certaines espèces, de roches. Voilà, ça va pas être des prélèvements massifs. Toute cette exploration n'est pas faite à coup de bulldozer, j'ai envie de dire, donc tout se fait dans le respect. C'est aussi une manière, comment dire, est-ce que vous avez des devoirs éthiques de justement de devoir laisser le lieu tel qu'il est actuellement, essayer de moins l'impacter possible? Oui, bien sûr, de plus en plus. Voilà, ce qu'on faisait il y a une trentaine, quarantaine d'années, aujourd'hui ne se fait plus. Maintenant, toutes les recherches scientifiques sont faites effectivement en essayant de respecter au maximum l'environnement dans lequel on intervient. En tant que chercheur et en tant que scientifique, finalement, votre rôle, Isabelle, c'est aussi de sensibiliser les différentes personnes au sujet auquel vous travaillez. Donc là, on parle des grands fonds marins pour protéger justement ces écosystèmes et garantir leur préservation à long terme, je suppose. Oui, tout à fait. Et ça fait partie le fait de parler de ces sujets, c'est très important parce que ça permet d'éclairer le débat, permet de démystifier, d'enlever peut-être les fantasmes ou les grandes idées qui peuvent circuler et qui circulent sur les réseaux. Donc ça permet quand même d'éduquer. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir débattre ensuite sereinement, prendre les bonnes décisions. Effectivement, ça fait partie des devoirs des chercheurs, de cette transmission vers la société. C'est particulièrement important. Je pense que sur la partie éthique, vraiment, c'est quelque chose qui est maintenant très, très présent dans la façon de travailler des chercheurs, dans quel que soit leur domaine. Maintenant, c'est vraiment quelque chose à part entière dans leurs travaux de recherche. C'est des questions qui se posent chaque fois avant d'aller sur n'importe quel travail de recherche, de vraiment à la fois penser l'éthique, penser comment on va transmettre aussi aux populations pour qu'ils aient bien connaissance de toutes ces nouvelles connaissances. C'est vraiment, je pense, aujourd'hui au cœur du travail du chercheur, ces questions-là. Je me tourne vers toi, Mélanie, justement, pour compléter un petit peu les propos d'Isabelle. Oui, j'ai envie de dire, c'est une obligation de nos jours. Voilà, la partie éthique a vraiment pris une place à part entière dans les travaux de recherche. Et maintenant, n'importe quel chercheur aujourd'hui, effectivement, va réfléchir à comment avoir le moins d'impact possible sur l'environnement dans lequel il travaille, comment restituer les résultats aux populations, comment ça pourrait bénéficier aux populations. Vraiment, on réfléchit maintenant à ça dès la conception de n'importe quel projet de recherche, en fait. C'est important de pouvoir souligner, comme tu disais, Isabelle, ça permet de démystifier certaines idées reçues sur le côté scientifique, le côté recherche. Une autre idée reçue qu'on voit quand on regarde les films de science-fiction ou de scientifiques, on parle beaucoup de tout ce qui est analyse au carbone, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça va être un petit peu la même chose? Les analyses vont être dans le même sens que ce que l'on voit? Les analyses au carbone, souvent, c'est pour faire de la datation, c'est-à-dire pour dire de quand ça date, etc. Donc, il y a des sujets intéressants dans tout ce qui concerne les grands fonds marins sur la datation, mais ce n'est pas ça l'objet du travail. C'est vraiment plutôt de comprendre les relations dans les écosystèmes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on comprend au fur et à mesure des travaux de recherche terre, mer. Ce n'est pas juste les grands fonds marins.
c'est toutes ces relations qui existent entre les écosystèmes et comment chacun, l'humain en faisant partie, a besoin de tout l'écosystème qui est autour. Donc c'est plus ça qui va être étudié, c'est les relations, plus que la datation, non, c'est pas ça, mais c'est vraiment les relations. Et ça, il faut beaucoup de données. Et aujourd'hui, on a aussi des moyens de traitement de ces données qui n'existaient pas il y a quelques années. C'est ça aussi qui change beaucoup, c'est qu'on peut aujourd'hui collecter beaucoup de données et on peut les traiter massivement et en faire des modèles, voir comment ça a fluctué. Si on revient sur une même zone dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qui aura bougé? On aura des données qu'on pourra comparer. On peut les traiter aujourd'hui. On a ces moyens de traitement de données. C'est plus ça, je pense, qui est l'avenir, c'est le traitement des données. Donc, plus on va évoluer finalement, comme tu le disais plus tôt, plus on va évoluer, plus les technologies vont évoluer aussi. Et ça veut dire, Mélanie, in fine, on pourra avoir des analyses beaucoup plus rapides, déjà un temps sur place beaucoup plus court, mais surtout des analyses plus rapides, et donc on pourra réagir au mieux, le plus rapidement possible. Des analyses plus rapides, des analyses plus poussées, c'est-à-dire qui nous apportent beaucoup plus de connaissances, d'informations qu'à l'époque. Donc oui, effectivement, oui. Aujourd'hui, ça prend, juste pour avoir un ordre d'idée, ça prend à peu près combien de temps? Une fois le projet lancé, entre les analyses, entre partir sur place, faire les différentes récoltes d'échantillons et autres, et ensuite les analyses, ça prend combien de temps? Ça dépend des projets, en fait. Donc, je pense que ça se compte en plusieurs mois, voire au moins 18 mois, quoi. 18 mois, voire 2 années, quoi. Okay, donc je pense que vraiment, c'est ce temps long qui est nécessaire à la recherche pour exploiter toutes les données derrière. Alors, on parlait en début d'émission des nodules polymétalliques. Finalement, le fait que ce savoir que vous allez pouvoir finalement partager, que ce soit au sein des différents centres de recherche ou même vers les populations, ce savoir sur les grands fonds marins et surtout sur les ressources qui y sont. Mélanie, est-ce que ça ne va pas finalement attirer la convoitise de certaines entreprises, par exemple? Oui, forcément, puisque ces métaux stratégiques sont très recherchés. Si on montre qu'il y en a dans les grands fonds de Polynésie et qu'il y en a en quantité, ça pourra intéresser des entreprises. Après, encore faut-il démontrer qu'il y en a en quantité suffisante. Et puis surtout, forcément, une exploitation, ça a forcément des impacts. Donc c'est aussi le rôle des scientifiques que de tirer un peu la sonnette d'alarme et de dire attention, on ne connaît pas les écosystèmes des grands fonds marins. Et avant d'exploiter, peut-être qu'il vaut mieux acquérir tout un socle de connaissances pour essayer d'évaluer au mieux les impacts qu'une exploitation pourrait avoir. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on l'a dit déjà plus tôt, vous faites votre exploration avec beaucoup de respect, donc vous montrez l'exemple. Finalement, votre rôle ne se cantonne pas qu'à l'exploration, qu'au côté scientifique, mais aussi finalement dans l'apprentissage des bons gestes pour respecter cette nature qui peut être fragile. Oui, tout à fait, oui. Oui, et puis l'objectif, effectivement, c'est en connaissant mieux cette biodiversité, on pourra montrer aussi tous les avantages de cette biodiversité. Il y a peut-être des espèces endémiques qu'on ne trouve que là-bas, donc forcément, il ne faut pas qu'elles disparaissent. Il y a peut-être des espèces qui peuvent être très intéressantes pour les recherches médicales, dans plein de domaines. Donc, prendre le risque de perdre toute cette biodiversité qu'on ne connaît pas encore, d'un point de vue scientifique, ce serait vraiment très dommage. Et puis, de toute façon, on en parlait un peu plus tôt, ce sont des grands fonds marins. En préparation de cette émission, Isabelle, on rigolait sur le fait que c'est pas tout le monde qui peut se fournir un sous-marin. Donc, normalement, ça devrait être relativement, ça devrait pas forcément être un danger, en tout cas de suite. Voilà, pas de suite, mais je pense qu'il faut être vigilant. Les scientifiques sont là pour éclairer la décision de la politique publique. Donc, c'est quand même les politiques qui décideront de ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ne veulent pas faire. Je pense qu'il faut vraiment entendre aussi ce que vient de dire Mélanie sur ce qu'on peut découvrir et qu'on ne connaît pas encore. C'est vraiment le sujet des grands fonds marins pour les scientifiques, c'est on ne sait pas. Donc, on veut découvrir. Et dans les espèces qui existent là-bas, il y a peut-être des choses qu'on va découvrir qui nous permettront peut-être en s'inspirant de la nature, en s'inspirant de façon dont se sont adaptées, la robustesse de la nature, elle est quand même assez spectaculaire, la façon dont se sont adaptées ces espèces qu'on ne connaît pas aujourd'hui, on découvrira peut-être des choses qui nous serviront beaucoup plus que d'aller chercher un peu plus de métaux pour nos smartphones, quoi. Donc il y a au-delà de ces métaux pour les smartphones, il y a des bénéfices à long terme, même pour la population, mieux comprendre son environnement puisque tous les écosystèmes sont reliés. Exactement. Dans ce sens, il y a d'autres bénéfices à long terme pour la population, au-delà de la compréhension bien sûr de leur écosystème, Mélanie. Par exemple, une meilleure compréhension aussi de ce que l'environnement peut apporter à la population locale.
Oui, c'est sûr, forcément, plus on acquiert de connaissances, plus on pourra apporter des choses aux populations. Et puis l'océan fait vraiment partie intégrante de la culture, du patrimoine des Polynésiens. Donc apporter de nouvelles informations intéressera forcément les populations. Et c'est là où je voulais en venir finalement, puisque notre population, comme tu viens de le dire, est très proche de la mer. On parle beaucoup de conservation, voire de valorisation de ces écosystèmes en dehors des ressources qui peuvent exister. Oui, 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 tout à fait, hein. Vraiment, l'océan ici Mhm. est vraiment important, fait partie du patrimoine. Il est même aussi sacré. Enfin, voilà. Et puis l'océan, la terre, enfin, finalement, ici, tout ça, c'est une continuité. Les Polynésiens ne font pas la distinction entre terre, mer. C'est un ensemble pour eux. Je vais mettre encore une fois les pieds dans le plat, hein. On parlait de nodules polymétalliques en début d'émission. On ne peut pas éluder la question autour de l'exploitation. C'est l'objet de nombreux débats récemment, mais d'un point de vue purement scientifique, on va rester vraiment sur le côté scientifique. Est-ce que ça peut avoir des conséquences, et on va commencer avec toi Isabelle, Mhm. sur l'exploitation des grands fonds marins peut avoir des conséquences sur les Alors, écosystèmes? fort probablement, si on se base sur tout ce qu'on a pu exploiter sur la Terre et toutes les conséquences que ça a pu avoir, et donc en lien bien sûr en mer aussi, le climat, etc., c'est à peu près évident que toucher à quelque chose qui est aujourd'hui précieux, qu'on ne connaît pas, Mhm. ça aura forcément des conséquences sur l'écosystème qui est autour et l'écosystème au sens large, c'est-à-dire notre planète. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dans les grands fonds marins, mais on sait que si on y touche sans savoir encore ce qu'il y a et comment ça fonctionne, là, il y aura des conséquences, c'est certain. Mhm. Je pense que ce que ça peut apporter aussi aux populations d'avoir ces connaissances pour pouvoir prendre ensuite des bonnes décisions et que les politiques puissent expliquer les décisions qu'ils prennent, ça permet aussi, notamment à la Polynésie, de se positionner dans le Pacifique avec des connaissances. La connaissance, ça a une valeur. Donc, pouvoir se positionner ensuite dans les grands organismes internationaux pour pouvoir discuter de ces problématiques-là sur les grands fonds marins, puisque c'est un seul océan, je pense que être en avance de phase pour la Polynésie, pour les populations polynésiennes, c'est une chance d'avoir les équipes de recherche qui peuvent aider à explorer ça. Voilà. Mais en tous les cas, sur la première partie de ta question, sur il y aura des conséquences si on se lance là-dedans, oui, évidemment. Et je pense qu'avec les connaissances qui auront été acquises, la Polynésie pourra se positionner pour vraiment préserver son environnement, son lieu de vie. Et je pense que c'est ça qui est essentiel. Oui, ça Et permettra d'apporter Mélanie? Mhm. Voilà, des arguments scientifique scientifiques. et objectif. Pourquoi on ne veut pas justement exploiter. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne connaît pas, donc c'est difficile de prévoir ce qui peut se passer, mais voilà, on peut le voir dans d'autres environnements. Dès qu'on intervient quelque part, il y a forcément des impacts sur les espèces qui y vivent, etc. Un des impacts le plus direct qu'on peut imaginer, c'est que si on va gratter le fond des océans, dans les sédiments pour récupérer les nodules, forcément, il y a des espèces qui vivent dans ces sédiments. Donc si on retire une partie de leur habitat, bah, elles risquent de disparaître. Et ça me permet de faire une transition parfaite finalement pour avoir l'avis de Winnie Sage sur l'exploitation de ces grands fonds marins en Polynésie française. Notre équipe est allée à sa rencontre dans vos questions express. Bonjour, je suis Winnie Sage, je suis président de la Fédération des associations de protection de l'environnement. On appelle la FAPE communément, dans le nom haïtien Teoranaho, qui signifie pour une vie harmonieuse. Notre rôle à nous, c'est justement de mobiliser la population, de faire en sorte de trouver les bonnes réponses. Souvent, sur ces sujets-là, on a tendance à aller que sur Internet. Donc, on s'efforce, nous, de trouver des vrais relais, des experts qui nous expliquent ce qu'il en est réellement. Et ensuite, d'essayer d'informer le maximum nos associations pour qu'elles puissent ensuite refaire un relais vers les populations, de travailler avec et de dialoguer avec les instances politiques et autres, les tavanaks, etc. Et de leur apporter aussi cette information. C'est le rôle vraiment qu'on essaie de mener. L'exploitation raisonnée ne nous semble pas aujourd'hui possible, donc on s'y oppose. Je pense qu'on a le temps de voir venir. Quand on voit comment ont été exploitées les mines sur Terre, on n'ose pas imaginer ce qu'ils vont faire sous l'eau. On ne pourra pas y être, on ne pourra pas prendre des photos. Donc on est foncièrement opposé à toute exploitation des fonds marins à cause des dangers. On n'est aujourd'hui aucun scientifique qui a un discours positif par rapport à ça. Tous les scientifiques sont d'accord pour dire que c'est extrêmement dangereux de le faire
les pélagiques, pour l'océan lui-même, etc. On pense qu'effectivement la société civile a toute sa place pour participer à ces sujets, puisqu'il y aura un impact immédiat et évident sur la vie des populations iliennes, notamment ici dans le Pacifique. Si ces exploitations-là tuent ou déséquilibrent complètement les écosystèmes, il y aura un impact sur les poissons, surtout il y aura une raréfaction peut-être des poissons, etc. Ça peut perturber les courants, on ne sait pas ce qu'il peut faire. Donc évidemment, il faut que la population soit associée, et nous on s'engage justement à mobiliser s'il faut, et à informer tout le monde, à les alerter sur les dangers que représente cette exploitation-là. Merci beaucoup Winnie Kissage. On vous rappelle que toutes ces interviews pourront être retrouvées sur notre page Facebook. Et bien que l'exploration scientifique nous ouvre la voie à des nouvelles connaissances, il est crucial de le faire avec un profond respect pour notre biodiversité et notre patrimoine. Si vous voulez vous renseigner sur les différents sujets, sur le sujet d'aujourd'hui, vous avez bien sûr des plateformes qui y sont dédiées justement. On commence avec IRD.fr qui regroupe des centaines d'articles, d'interviews en anglais, en français si ça vous passionne. C'est un des meilleurs endroits pour fouiller dans toutes ces informations. Et sinon, plus digeste et plus accessible, on vous propose ce livre, Profondeur, les secrets des grands fonds marins, édité par le CNRS. Ce livre rassemble tout ce qui se trouve en dessous de 200 mètres sous la surface de l'océan, de la compréhension de leur fonctionnement à la biodiversité du lieu. Vous saurez tout, ou tout du moins tout ce que l'on sait. Pour l'instant, ça risque d'évoluer. Un ouvrage illustré et à mettre entre les mains des petits comme des grands. Un grand merci à Mélanie d'être venue sur notre plateau et d'avoir pu parler de ce sujet que sont les grands fonds marins, Maruru. Merci à toi. Et merci aussi à toi Isabelle de nous avoir apporté ce côté scientifique finalement dans tes réponses. Maruru. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Maruru itotato faririra trahuma parhen.